Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Élise Rouleau et je suis heureuse de voir cet événement prendre forme et voir le jour. Donc nous allons passer à la partie un peu plus académique de la Winter School avec des interventions donc, de Michel Catala, professeur d'histoire à l'université de Nantes, et donc avec Arnaud Leclerc, professeur de sciences politiques également à l'université de Nantes, qui vont nous parler des acteurs locaux et des rapports à l'Europe, de ces acteurs locaux et des enjeux de gouvernance locale autour des enjeux européens. Donc je cède tout de suite la parole à Michel Catala pour une intervention de 20-25 minutes sur les acteurs locaux. Merci Élise, merci beaucoup. D'abord, avant de commencer, je voulais répéter ce que j'avais dit tout à l'heure, mais hors de sa présence, pour remercier Arnaud Leclerc, le directeur de la Maison des Sciences de l'Homme, d'avoir accepté de nous accueillir dans sa belle maison, et puis également d'avoir accepté de participer activement à cette Winter School de cette semaine et à suivre un des groupes, celui de Nantes Métropole. Voilà. Alors, nous avons donc choisi de faire cette petite introduction plus scientifique, académique, pour essayer de poser un peu la problématique que nous avions élaborée. Et j'allais dire, avant de rentrer dans les travaux pratiques, vous avez compris que ce sont ces travaux pratiques, la réponse aux questions posées par nos partenaires qui va concentrer vos travaux et votre participation. Donc avant de commencer ces travaux pratiques cet après-midi, on s'est dit qu'il était tout de même de bon ton, et que c'était la moindre des choses, de faire une petite introduction, une petite table ronde, et pour poser un peu le problème, en essayant de croiser deux regards différents, parce que Arnaud est politiste, moi je suis historien, donc on va essayer de vous expliquer notre entrée dans ce problème, avec des points de vue, je pense, différents, et un regard disciplinaire différent. Alors moi, vous l'avez compris, je suis historien des relations internationales, et je vais peut-être essayer de vous expliquer comment je vois le problème, et essayer de vous expliquer aussi finalement comment les acteurs locaux et régionaux se sont emparés de l'Europe progressivement, sont devenus des acteurs de l'intégration européenne, comment et pourquoi, et puis en essayant de donner quelques exemples peut-être, ou de faire quelques parallèles avec la situation locale qui vous a déjà été présentée par les acteurs précédemment. Donc j'essaierai d'abord de définir ce que nous, peut-être, ce que moi j'entends par acteurs infranationaux dans les relations internationales et dans la construction européenne. Et puis j'essaierai de rappeler pourquoi donc ces pouvoirs locaux et régionaux, les communes, les régions, se sont emparés de la question européenne à partir de l'après-guerre et jusqu'à aujourd'hui. Alors tout d'abord, j'allais dire que c'est quand même assez récent que les historiens des relations internationales se préoccupent de la question finalement de l'émergence des acteurs, comme on dit, infranationaux, des acteurs locaux et régionaux dans l'intégration européenne et dans la construction européenne. Par contre, les relations internationales, les historiens des relations internationales prennent en compte, j'allais dire, portent leur regard au-delà de l'État, et depuis très longtemps, et portent leur regard au-delà de l'État, puisque l'historien des relations internationales tente d'expliquer l'ensemble des rapports que les êtres humains ou les groupes humains nouent entre eux, à travers les frontières. Donc forcément, l'ensemble de ces rapports, ça dépasse largement le cadre étatique, ou le cadre des relations entre États, pour aller voir un cadre beaucoup plus large de l'ensemble des acteurs qui rentrent dans ces relations internationales ou dans ces relations intra-européennes. Alors effectivement, le XXe siècle, c'est aussi l'histoire de la multiplication des acteurs dans ces relations internationales qui étaient, j'allais dire, non pas monopolisées, elles n'ont jamais été monopolisées par les États, mais dont les États étaient les principaux acteurs. Et finalement, l'histoire du XXe siècle, c'est aussi l'émergence de toute une nébuleuse d'acteurs issus de la société civile, comme on dit aujourd'hui, du monde socio-économique, et leur influence a été de plus en plus croissante tout au long du second XXe siècle, à partir de 1945, dans l'élaboration
des politiques internationales. Et ce qui est également intéressant, c'est que ces acteurs, ces nouveaux acteurs, qui deviennent de plus en plus influents, sont des acteurs qui eux-mêmes travaillent à plusieurs échelles. On a des acteurs, on va dire, transnationaux, hein, avec des organisations qui réunissent des personnes au-delà des frontières, donc qui naturellement s'y intéressent aux questions internationales, mais on a également des acteurs nationaux, et puis on a aussi des acteurs locaux et régionaux, qui par nature, j'allais dire, sont plus éloignés des questions internationales, mais qui vont être de plus en plus associés. Et ces acteurs locaux et régionaux, eh bien, ils peuvent être de plus différentes natures. On va dire, il y a ceux qui sont évidents, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les pouvoirs locaux et régionaux. Alors, vous allez voir qu'en France, c'est compliqué, hein, puisque on est un peu les champions de la superposition de pouvoirs locaux et régionaux, hein, entre les villes, les métropoles. Vous avez déjà vu tout à l'heure avec Frédéric Diet la subtile distinction qu'on a en France entre les communes et les métropoles. Hein, puis ensuite, on a les départements, on a les régions, donc on a une succession d'acteurs locaux, mais j'imagine que dans tous les pays européens, on a différents acteurs locaux et régionaux, on a différentes autorités locales et régionales, et puis autour de ces différentes autorités, eh bien, elles vont entraîner, hein, une multiplicité également d'acteurs plus ou moins organisés, plus ou moins institutionnels, qui vont travailler avec elles, ou sans elles des fois, hein, dans les relations internationales ou dans les relations européennes. Alors, les politistes, les juristes, les sociologues ont observé avec attention, hein, l'émergence de ces acteurs dans les relations internationales, en gros depuis la fin des années 80, et notamment dans le monde anglo-saxon, hein, on a eu toute une série d'études sur cette question. Alors, quels sont finalement les trois facteurs qui ont permis cette émergence des acteurs locaux, qui l'ont facilité? Eh bien, tout d'abord, on y reviendra tout à l'heure, à partir des années 80, l'accélération du processus de globalisation ou de mondialisation, comme on dit en France, qui va participer à la fragmentation du système international et donc un peu à la fin du monopole de l'État, hein, qui n'est plus perçu comme le seul acteur légitime de l'action internationale. Alors l'historien vous dirait que c'est plus ancien, hein, que les années 80, mais en tous les cas, dans les années 80, on voit cette mondialisation en s'accélérant permettre, hein, l'existence d'une société transnationale et donc faciliter l'introduction des acteurs locaux et régionaux dans le processus. Et puis on a aussi tous les processus d'intégration régionale, dont l'Union européenne est l'exemple le plus concret, hein, processus d'intégration régionale qui institue un système, hein, comme disent les anglo-saxons, de multi-level governance, hein, un système de gouvernance à multiniveau, et dans lequel, on va l'expliquer tout à l'heure, les autorités régionales et locales sont intégrées de plus en plus, et donc ils participent de plus en plus à ces intégrations régionales, qui restent un élément de relations internationales, hein, dans le cadre de ces organisations. Et on ne parlera pas du reste du monde, mais par exemple, on observe exactement la même évolution, par exemple en Amérique latine, de manière moins forte, mais toutes les organisations régionales latino-américaines, notamment le Mercosur, ont entraîné depuis 20 ou 30 ans l'émergence, hein, des acteurs locaux et régionaux sud-américains dans les relations internationales. Puis troisième élément, très important toujours à prendre en compte, c'est les processus de décentralisation, de dévolution des pouvoirs qui aussi se voient, hein, à l'échelle planétaire, particulièrement en Europe et dans certains États européens. Et ces processus de décentralisation, de dévolution des compétences, hein, j'allais dire, ont permis aussi aux autorités, aux pouvoirs locaux et régionaux de multiplier leurs politiques et donc d'avoir également, hein, une ambition de politique internationale de plus en plus large et de plus en plus forte. Donc on a bien ces trois phénomènes, hein, ces trois évolutions, ces trois dynamiques, pourrait-on dire, hein, qui, j'allais dire, facilitent l'introduction, plutôt la participation, hein, des autorités locales et régionales, et puis à travers eux, avec eux, de l'ensemble des acteurs locaux dans les relations internationales et pour nous dans les relations européennes. Je dis bien l'ensemble des acteurs locaux, parce que comme je l'ai déjà dit, comme on l'a vu déjà ce matin, hein, il n'y a pas que les pouvoirs locaux et régionaux qui s'occupent de cela, on a autour d'eux... On a un problème de son, il est pratiquement coupé. Ah, pardon. Oui, effectivement, il n'y a plus de micro. Problème de pile peut-être. Je prends l'autre. Je prends celui-là pour le moment.
peut-être un problème de pile, je ne sais pas. Là, celui-là, il marche. Donc je disais que il y a bien une pluralité d'acteurs locaux et régionaux. Il n'y a pas seulement les pouvoirs locaux et régionaux, il n'y a pas seulement les autorités locales. Il y a également avec eux bien toutes les administrations, tous les partenaires. On l'a vu, hein, publics, semi-publics ou parapublics, toutes les organisations qui réunissent les acteurs. Ça peut être des administrations, des associations, des ONG, des acteurs semi-publics, des universités, par exemple, ou des laboratoires de recherche, ou tout acteur hein, qui participe au développement des actions internationales au niveau local et régional. Alors, ce qui est intéressant, si on y reviendra, c'est que ces actions participent de plus en plus, et Frédéric Deyet l'a dit tout à l'heure, à une véritable stratégie internationale et européenne mise en place au niveau local. Ce qui là aussi est assez récent, hein, et c'est-à-dire qu'on a de plus en plus la volonté au niveau local et régional de mettre en place des véritables politiques internationales et européennes ambitieuses et donc d'y associer l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est quelque chose aussi d'assez nouveau. Alors c'est pour ça que l'on parle de plus en plus souvent de politique étrangère secondaire ou de diplomatie territoriale, hein, en tous les cas des formes d'action internationale qui sont des formes nouvelles, puisque désormais les relations internationales ne sont plus le monopole des États, alors ce qui pose beaucoup de problématiques hein, sur justement la pluralité de ce type d'action, selon les pays, selon les régions, selon également les pouvoirs dont disposent les autorités locales et régionales, hein, parce qu'entre une collectivité française par exemple et une région allemande ou un land allemand, mais bien entendu les pouvoirs étant différents, la puissance est différente et les moyens d'action sont différents, vous l'avez compris, puisqu'il porte aussi un problème de finalité qu'on n'abordera pas ici, hein, et j'allais dire de compatibilité, de complémentarité entre l'action extérieure des collectivités locales ou des acteurs locaux et l'action des États. Hein, ça pose toujours des problèmes parce qu'on a l'habitude en France, par exemple, d'être dans une situation où il y a une très grande, en tous les cas, une recherche de complémentarité hein, avec des autorités ou des pouvoirs locaux et régionaux qui ne travaillent pas, j'allais dire, dans une situation de concurrence avec l'État national, hein, mais plutôt dans une forme de complémentarité. C'est en tous les cas la base de toutes les lois qui existent en France pour organiser hein, l'action des pouvoirs locaux et régionaux, puisqu'on parle maintenant en France d'une diplomatie multiniveau, multi-acteurs, hein, mais où l'ensemble des acteurs travaillent à la mise en place d'une politique extérieure nationale. On sait que dans d'autres pays, notamment européens, hein, avec certaines régions, je sais pas, si vous parlez de la Catalogne ou de l'Écosse, hein, qui ont tendance à mener, elles, de véritables politiques extérieures extrêmement dynamiques, qui accompagnent souvent des politiques, j'allais dire, pas de sécession, mais en tous les cas des politiques de développement d'autorité où on est à la limite du national, hein, et bien là, bien entendu, on a des problèmes aussi de concurrence, voire de conflits ouverts hein, entre la diplomatie de l'État central et puis l'action extérieure des pouvoirs locaux et régionaux. Donc ça veut dire aussi que cette question entraîne également hein, des questionnements sur la complémentarité de toutes ces échelles d'action internationale, entre l'échelle nationale notamment et l'échelle infranationale. Alors pourquoi, après cette longue introduction, pourquoi les acteurs locaux et régionaux en Europe finalement deviennent, j'allais dire, là des acteurs plus spécifiquement hein, de la question de l'intégration européenne? Alors bon, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais disons que l'action traditionnelle, la première action traditionnelle, celle des communes, des villes, hein, ça date de l'entre-deux-guerres, avec la volonté à l'époque de créer les premiers jumelages, voire même les premières associations de villes. Hein. La première association de villes à l'échelle internationale, elle est créée en 1913. Alors, vous voyez, c'est très ancien, mais elle va être en sommeil pendant très longtemps, ou en tous les cas peu active, mais elle est très ancienne. Ça veut dire que dès l'avant-première guerre mondiale, il y a des villes, des grandes villes, qui se disent que ce serait bien d'essayer de travailler ensemble dans un réseau commun. Mais c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale que ça se développe, et pour l'Europe, ça se développe tout d'abord avec la grande vague des jumelages, à partir des années 50, hein, les jumelages de l'après-guerre, qui bien entendu sont la première forme d'action internationale organisée des collectivités locales françaises, des villes françaises, hein,
mais également d'autres villes en Europe, puisqu'il n'y a pas que les villes françaises, ça concerne toutes les villes d'Europe occidentale. Alors c'est quelque chose qui est maintenant très ancien, qui se fait en plusieurs vagues, les années 50 post-Seconde Guerre mondiale, les années 60, 70 avec les jumelages franco-allemands par exemple, puis les années 90, une fois qu'il y a la chute du mur, il va y avoir beaucoup de jumelages entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, mais en tous les cas cette politique de jumelage est une politique assez intéressante parce qu'elle est souvent, j'allais dire, totalement de l'initiative des villes ou des politiques qui dirigent ces villes, ou quelquefois au contraire suscitées, dirigées par les autorités nationales. Je vous signale quand même que ces jumelages ont donné naissance en 1951 au premier réseau de communes en Europe, le Conseil des communes et régions d'Europe, dont la déclinaison française est l'Association française des communes et régions d'Europe, mais ça date de 1951, donc vous voyez que c'est assez ancien, ce n'est pas quelque chose de neuf. Alors, je vous rappelle également qu'à peu près à la même période se développent les premiers mouvements de coopération transfrontalière entre régions de chaque côté de la frontière. Et ça aussi, c'est quelque chose de très spécifique également à la construction européenne. Et je vous rappelle que la première Eurégion, comme on dit à l'époque, la première Eurorégion qui s'appelle Euregio, elle est fondée en 1958. C'est l'Euregio Gronau, entre les Pays-Bas et la RFA, entre une région néerlandaise et une région allemande. Donc ça date de 1958. Et puis il y en aura d'autres. En 1963, c'est une région très célèbre, c'est ce qu'on appelle le Rhin supérieur désormais, entre Bâle, Mulhouse, l'Alsace, la Suisse et le Bade-Wurtemberg. Bon, je passe, mais à partir de cette époque, des années 60, on a la volonté de régions transfrontalières qui se réunissent pour développer des programmes en commun. Alors là aussi c'est intéressant parce que ces premières vagues de jumelage et de coopération transfrontalière se font dans une assez grande indifférence de la communauté européenne. Ils s'en soucient pas. L'organisation à l'époque qui suit tout ça de manière très fine et très sérieuse, c'est le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe qui accompagne ces projets. Mais c'est vrai que la communauté européenne à l'époque regarde ça de très loin. Et donc tout ce premier mouvement est un mouvement qui se fait en dehors, ou en tous les cas à l'écart, du processus de construction des communautés européennes dans les années 50 et 60. Alors je vous rappelle qu'il faut attendre 1975 pour que la communauté économique européenne mette en place sa première vraie politique régionale avec la création du FEDER, du Fonds européen de développement régional. Et encore, ce FEDER première mouture, c'est un simple système de redistribution financière aux États membres, qui ensuite le redistribuent de manière tout à fait libre aux régions qui sont les plus en difficulté ou les plus en retard. Ça veut dire donc que les collectivités territoriales, entre 1975 et la fin des années 80, ne sont pas du tout associées à cette élaboration de cette politique, qui, je vous le rappelle d'ailleurs, a été créée à l'impulsion des Britanniques, à la suite de leur entrée, qui cherchaient à aider leurs régions en difficulté, notamment leurs pays noirs, comme on disait en français, leurs bassins houillers et leurs bassins industriels en grande difficulté. Comme quoi les Britanniques ont pu amener des choses quand même dans la construction européenne, comme vous le savez, et notamment cette politique régionale première manière. Alors, parallèlement à tout ça, si on prend l'exemple français, qui est un exemple particulier, mais je refermerai la parenthèse là-dessus, c'est qu'il n'y a pas que les jumelages. Par exemple, Nantes a des jumelages qui se développent à cette époque-là. Il n'y a pas que les jumelages parce que la France, à la suite de la décolonisation, les acteurs français se lancent, comme d'ailleurs partout en Europe, dans des politiques d'aide au développement. Et les villes et les régions vont être des forces très en pointe dans cette politique d'aide au développement. Et les communes mènent également une politique d'aide au développement en direction d'autres villes ou d'autres régions, dans l'Ouest, à Nantes, etc. Et c'est ce qui va amener d'ailleurs l'État français à mettre en place une première loi en 1992. Il met en place une loi pour organiser ce qu'on appelle à l'époque les coopérations décentralisées. Ce qui veut dire donc qu'on parle de l'Europe, mais en dehors de l'Europe, les actions internationales beaucoup plus larges des collectivités locales existent également dans ces années-là, mais de manière assez séparée, puisqu'au sein, par exemple, d'une collectivité comme Nantes Métropole, dans les années qui n'existent pas, c'est la ville de Nantes à l'époque,
dans les années 80, bah, on a des jumelages, on a également des coopérations décentralisées, hein, mais les deux peuvent être menés dans les mêmes services ou pas, en tous les cas dans un désordre, on va dire, conceptuel et sans véritable politique organisée, en tous les cas, hein, dans une sorte de premier mouvement qui n'a pas forcément de politique ou de stratégie organisée. On dit d'ailleurs souvent hein, que ces jumelages ou ces coopérations décentralisées sont souvent l'affaire de quelques élus hein, qui sont extrêmement engagés dans cette politique hein, et qui les mènent finalement sans véritable stratégie d'ensemble. Alors les choses vont changer considérablement à partir des années 80-90 et notamment sous l'effet hein, de ces trois grandes dynamiques dont je vous ai parlé au départ, hein, et puis également sous un autre effet qui est celui de la volonté de l'Europe, de l'Union européenne, mais avant de la communauté européenne, mais à partir de 1993 de l'Union européenne, d'associer les pouvoirs locaux et régionaux à l'élaboration de leur politique. Et ça date véritablement de l'Acte unique, hein, qui veut créer le marché unique européen en 1993, et à ce moment-là, effectivement, la communauté européenne, hein, sous la présidence de Jacques Delors à l'époque, hein, a la volonté de développer une véritable politique régionale, j'allais dire de développer considérablement cette politique régionale, dans le but finalement aussi de servir hein, le marché unique et de servir son développement pour mettre en place des coopérations, j'allais dire tous azimuts, entre ces acteurs locaux. Alors c'est le lancement par exemple en 1990 du programme Interreg, hein, qui dès le départ a trois orientations, hein, ce programme d'initiative communautaire, des projets transfrontaliers. Alors là, pour la première fois, l'Europe se soucie du transfrontalier. Des projets interrégionaux, comme par exemple la région des Pays de la Loire et d'autres régions, et des projets également transnationaux sur des grands bassins maritimes ou transfrontaliers. Alors, dans cette gestion des programmes, dans cette mise en place de ces programmes, eh bien, l'Union européenne va chercher à associer les collectivités locales, à les associer dans un processus justement de multi-level governance, à les associer dans la préparation de cette politique. L'Union européenne va aussi chercher de plus en plus à pousser les États à associer les collectivités infrarégionales, les régions et les villes, et surtout les régions, à l'élaboration ou à la mise en place des programmes de sa politique régionale, des programmes traditionnels comme le FEDER, hein, en poussant de plus en plus l'État à associer les régions à la mise en place de ces programmes, surtout dans les années 2000 en France. Et puis, eh bien, c'est également au niveau institutionnel la mise en place du comité des régions, hein, qui vise à créer une instance consultative supplémentaire en Europe pour associer les régions, en tous les cas pour écouter les régions, les villes, dans une instance, on va dire, certes consultative, mais dans une instance où finalement ces autorités locales et régionales et leurs représentants sont associés à la préparation des directives et à la préparation des textes européens. Pour terminer cette intervention, simplement dire quand même que les années 90, mais là je le dis très vite, mais sont également une année de développement de la participation des autorités locales et régionales aux affaires de la globalisation, aux affaires internationales en général. Hein, par exemple, en 1992, les pouvoirs locaux et régionaux sont associés pour la première fois à la conférence sur l'environnement et le développement des Nations Unies. C'est intéressant parce que ça veut dire que le mouvement d'association de ces acteurs locaux et régionaux, il provient vraiment soit des organisations régionales comme l'Europe, ou alors des organisations internationales comme les Nations Unies qui les associent. Hein, et c'est intéressant parce que ça veut dire que souvent les États, eh bien, j'allais dire, légifèrent ensuite, ou en tous les cas suivent un mouvement qui est d'abord initié par ces niveaux supérieurs ou par ces niveaux de coopération régionale ou de coopération internationale. Et donc c'est dans ce cadre que par exemple les villes ou les métropoles ou les régions établissent désormais des véritables stratégies européennes et internationales. Et là on voit bien que l'action internationale des villes non seulement devient plus large, mais qu'elle est de plus en plus pensée, de plus en plus gérée. Alors pourquoi elle devient plus large? Parce que vous l'avez compris, ces autorités locales et régionales doivent maintenant défendre leurs intérêts auprès des organisations internationales et des organisations européennes. Vous avez vu tout à l'heure, Frédéric Dehaye vous disait que Nantes était très actif, par exemple, de Eurocities. Mais il s'agit bien de se réunir dans des réseaux pour défendre ses intérêts.
la région des Pays de la Loire a une représentation à Bruxelles, comme maintenant quasiment toutes les régions européennes, pour défendre leurs intérêts auprès des organisations européennes. Procéder aussi à des opérations non plus seulement de jumelage, non plus seulement pour se rapprocher, non plus seulement d'amitié, mais des grandes opérations de lobbying, des grandes opérations de promotion économique, d'échange de savoir-faire, de partage de réflexion, de mise en place de projets communs. On sait comme Nantes, par exemple, a mis en place des grands projets européens avec d'autres métropoles. Donc il y a véritablement là une augmentation, un élargissement de la gamme d'actions, et dans des secteurs de plus en plus larges où les villes ne peuvent pas agir seules, mais où elles sont obligées d'entraîner derrière elles des acteurs du monde académique ou du monde de la recherche ou des entreprises, tous les acteurs qui peuvent être réunis dans ce mouvement. Et donc il y a bien là, j'allais dire, une volonté d'entraîner, hein, et par exemple on voit se multiplier désormais les délégations des villes ou des métropoles à l'étranger qui emmènent avec elles l'ensemble des forces vives de l'agglomération de la région pour aller promouvoir les intérêts à l'international ou pour mettre en place des échanges de plus en plus importants. Donc ça veut dire que par exemple en France, on voit depuis le début des années 2000, maintenant depuis un peu plus de 15 ans, se développer de vraies stratégies d'action internationale. On le voit à Nantes, on le voit aussi dans d'autres grandes métropoles françaises comme Lille, alors que peut-être avant seul Paris pouvait se permettre ce style d'action. Et cette stratégie internationale qui est véritablement au service d'une ambition politique et dans une vision d'affirmation finalement d'une sorte de projet métropolitain dans lequel l'action européenne et la coopération internationale vont jouer un rôle notamment pour l'attractivité de cette métropole et pour ses relations avec le reste de l'Europe et le reste du monde. Et bien sûr, dans ce cadre-là, l'association d'un maximum d'acteurs locaux est bien entendu quelque chose d'essentiel, même si ces acteurs locaux peuvent par eux-mêmes entretenir leur propre politique ou leur propre stratégie internationale. Par exemple, l'Université de Nantes a elle-même ses propres partenaires, même Alliance Europa a des partenaires, qui ne sont pas forcément les mêmes que Nantes Métropole, même si on cherche à se coordonner pour faire en sorte d'être le plus efficace possible. Pour conclure, puisqu'il est de grand temps, simplement donc vous dire qu'on assiste bien à un mouvement de fond, que ce mouvement de fond c'est un mouvement qui s'est accéléré considérablement depuis une trentaine d'années, avec désormais la mise en place de politiques, j'allais dire, les plus complémentaires possibles, mais bien entendu, j'allais dire là aussi avec des politiques qui ne sont pas seulement désormais des politiques ou des acteurs locaux intéressés naturellement, mais qui sont des acteurs locaux qui s'intéressent à ces questions, quel que soit leur positionnement géographique, quel que soit leur pays d'origine. On le voit bien par exemple, j'allais dire à Strasbourg en Alsace, on fait de la coopération transfrontalière, on est particulièrement actif sur le plan européen, mais à Strasbourg ils n'ont pas Europa Nantes, ils n'ont pas des structures comme on peut les avoir à Nantes, et finalement Nantes, très éloignée entre guillemets, soi-disant des frontières des autres pays européens, peut également mener une action internationale et européenne forte. Donc on voit bien que c'est désormais l'ensemble des métropoles et des régions, qu'elles soient transfrontalières ou pas, qui agissent dans ce domaine. Alors après, bien entendu, reste la question de l'efficacité de ces politiques, de la volonté de les mettre en place, de la volonté aussi de tous travailler ensemble, et puis j'allais dire de la difficulté également, non pas peut-être à sensibiliser les autorités locales et régionales qui désormais mènent de vraies stratégies politiques et sont sensibilisées à ces questions, mais vous l'avez vu par les études de cas qui sont posées par les acteurs locaux, la nécessité aussi de sensibiliser l'ensemble des acteurs, et pas seulement les autorités locales et régionales, à cette nécessité. Certains étant très internationalisés, très européanisés, d'autres l'étant moins, et puis j'allais dire, pas seulement pour aller chercher du financement, parce que c'est important d'aller chercher du financement à l'Europe, mais aussi pour, j'allais dire, mettre en place des stratégies plus générale, plus large sur la question. Mais je vais tout de suite redonner la parole à mes collègues. Merci Michel pour cet exposé qui remet en perspective de manière historique l'émergence de ces acteurs locaux. Je cède tout de suite la parole donc à Arnaud Leclerc pour son exposé. Bonjour à tous. Comme je vais parler du point de vue de la science politique sur cette question des acteurs locaux
Dans la construction européenne, je dois dire tout de suite que je vais en parler de manière un peu plus critique, avec un regard un peu critique, en disant d'emblée qu'il existe finalement deux types d'acteurs locaux. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler les autorités publiques locales, dont Michel vient de parler, les villes, les régions, les départements, etc. De l'autre, tous les acteurs économiques, sociaux, environnementaux, que je vais traiter ici comme étant des groupes d'intérêt, je préciserai un petit peu cette notion. Il y a toute une série d'enjeux qui doivent être posés à partir de cette question de l'insertion des acteurs locaux dans la construction européenne. Le premier, c'est que ces acteurs sont censés remédier, au moins partiellement, résoudre, au moins partiellement, la question du déficit démocratique de l'Union européenne. Et par exemple, les travaux publiés dans l'annuaire des collectivités locales, on nous dit que les collectivités sont l'intermédiaire naturel entre l'Europe et les peuples, les relais sans lesquels l'Europe risque de n'être qu'une construction abstraite, éloignée de la vie et des aspirations de ses populations. Autrement dit, on a besoin d'un niveau infranational pour donner de la vie et légitimer. On va y revenir, bien sûr. Deuxième chose, ces acteurs locaux, y compris les autorités publiques, sont censés participer à la mise en œuvre des politiques de l'Union et de ce fait être un facteur d'amélioration de la qualité des normes européennes, de leur application dans les espaces locaux. Troisième enjeu, Michel l'a abordé à l'instant, c'est celui de la mondialisation qui change considérablement la donne parce que désormais, nous avons affaire à de l'action multiniveau. Obligatoirement, tous les grands défis auxquels nous sommes confrontés sont multiniveaux, qu'on songe aux migrations, à l'environnement, mais tout autant sur la question de la politique économique ou de la politique commerciale. Et donc il nous faut pouvoir aller jusqu'aux citoyens en passant par tous les étages de l'échelle. Et ça n'est évidemment pas simple. Et puis, dernière chose, ce que je viens de dire là vaut pour les collectivités locales, les autorités publiques, mais ça vaut aussi pour les groupes d'intérêt, qu'ils soient professionnels, économiques, sociaux. Eux aussi ont une application qui favorise, nous dit-on, la consultation élargie de tous et donc une meilleure démocratisation, une meilleure légitimation des processus décisionnels. Et enfin, ça permet à l'Union finalement d'acquérir une expertise via des groupements, via des groupes d'intérêt professionnels, par le jeu des contacts et d'expliquer que telle règle qu'on veut par exemple, qu'on envisage de prendre, va poser telle ou telle difficulté que les décideurs politiques n'ont pas spontanément en tête. Alors je voudrais revenir sur ces deux champs, c'est-à-dire du côté des groupes d'intérêt, d'abord, leur participation au processus décisionnel, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que vraiment ça participe de la légitimation démocratique? Et je vais parler ensuite du cas des collectivités, des autorités publiques locales. Nous savons tous que l'Union européenne est sévèrement critiquée, et particulièrement sévèrement critiquée sur la question de sa légitimité démocratique. À la fois par les inputs, donc l'élection, dont on dit qu'elle marche mal, forte abstention, débat très peu européanisé, mais aussi par les outputs, c'est-à-dire par les résultats des politiques publiques européennes, et la manière dont ces politiques publiques sont elles-mêmes construites. Évidemment, l'Union, et en particulier la Commission, tente de fournir des réponses à ces critiques, et on se souvient qu'il y a eu le livre blanc sur la gouvernance européenne, l'initiative sur la transparence, il y a toute une série de tentatives de réponses. Alors, une des réponses qui a été avancée, y compris dans la recherche, c'est de dire que les groupes d'intérêt pourraient contribuer à combler le fossé entre les citoyens et l'Union, permettrait de résoudre des problèmes et d'encourager la participation citoyenne. C'est par exemple le cas de ma collègue Sabine Seruger, qui est une spécialiste des groupes d'intérêt, qui dirige aujourd'hui Sciences Po Grenoble, ou encore de son collègue Emiliano Grossman et plusieurs autres chercheurs de ce type. Alors, pour expliquer ça, je vais mettre un préalable en parlant pendant 2 secondes, plus spécifiquement à ceux qui sont français dans la salle. Parce que pour comprendre ce sujet, il ne faut pas être français. Les Français ont un handicap. Dans leur tête, la notion d'intérêt général est une notion qui vient de Jean-Jacques Rousseau
Et c'est une espèce de chose métaphysique qui plane dans le ciel. La conséquence de cette vision, c'est que les acteurs, en particulier les acteurs économiques, mais c'est vrai pour les acteurs environnementaux, etc., ils sont considérés comme étant porteurs d'intérêts particuliers, donc égocentriques, donc incapables d'accéder à l'intérêt général. Alors que dans la tradition anglo-saxonne, et aussi dans la tradition allemande, on sait très bien qu'un intérêt général est toujours un composé d'intérêts particuliers. Il est toujours un compromis discuté entre des intérêts particuliers. Ce qui veut dire que chaque intérêt particulier, que ce soit une ONG, une association, un syndicat, une entreprise ou un groupe d'entreprises, chaque intérêt particulier est porteur d'une partie de l'intérêt général. Chose qui est inacceptable et incompréhensible dans la tête des Français. Il faut avoir ça, je crois, en tête pour aborder cette question des groupes. Alors, comment est-ce que ces groupes d'intérêt peuvent produire ou aider à la légitimation? Quel intérêt il y a pour l'Union de se tourner vers eux? Il y en a deux. Il y a d'abord un apport d'expertise absolument nécessaire aux institutions. Il suffit de parler avec des commissaires européens ou des parlementaires européens, et ils vous expliquent qu'ils rencontrent très régulièrement ce que tu as appelé tout à l'heure des lobbyistes, mais la formule est toujours problématique en français parce qu'elle implique quelque chose de négatif. Ils rencontrent des acteurs, et ces acteurs ont une expérience de terrain et une connaissance technique que n'ont pas les décideurs. Et donc, lorsqu'ils prennent une décision, ils ont l'obligation d'avoir une expertise de terrain qui leur vient par les acteurs. Par ailleurs, le simple fait de les consulter permet aussi de légitimer les décisions. Ce n'est pas parce qu'on les consulte qu'on les suit obligatoirement. Quel est l'intérêt maintenant de l'autre côté pour les groupes d'intérêt? Très clairement, les États membres ont progressivement délégué un certain nombre de compétences à l'échelon européen, et les groupes d'intérêt, les entreprises, notamment, mais pas seulement, ont parfaitement compris que désormais, le lieu de décision, sinon le plus important, mais au moins le lieu d'orientation des décisions, se situe à l'échelle européenne. La conséquence, c'est qu'il faut donc être présent à Bruxelles et y avoir une activité dont on va voir qu'elle a plusieurs formes, mais notamment une activité d'influence. C'est assez difficile à organiser. Si jamais un acteur est trop faible, ou une série d'acteurs est trop faible, pour pouvoir directement passer par l'échelon européen, la stratégie courante, c'est de s'appuyer sur son État, passer par son État pour que celui-ci fasse le relais auprès des institutions européennes. La difficulté, donc là, sur le papier, ces acteurs peuvent participer à la légitimation. Mais la difficulté, c'est qu'évidemment, tout est fonction des ressources, et qu'il y a un accès très différent suivant les acteurs. Et donc, ça engendre des risques. Il y a des acteurs, des groupes d'intérêt qui sont extrêmement puissants, financièrement, mais aussi qui sont puissants par leur nombre, qui sont très organisés, et qui vont donc avoir, par exemple, un nombre de salariés très grand, travaillant directement sur les questions européennes, sur place. Et donc une capacité d'influence considérable. Mais vous avez aussi des acteurs qui n'ont absolument pas ces moyens-là. Si je devais prendre une métaphore, je dirais, pour jouer dans la Champions League européenne, il faut beaucoup de moyens. Même lorsqu'on est un groupe d'intérêt. Et donc, évidemment, c'est très inégalement réparti. Nous voyons bien des secteurs comme les secteurs économiques qui sont souvent très bien organisés et puissants. C'est aussi le cas, par exemple, dans le secteur environnemental. D'autres secteurs, je pense, j'y reviendrai, au secteur social, la politique sociale européenne, eh bien, les acteurs sont faibles, peu nombreux, peu dotés de ressources financières, d'argent, et donc, du coup, bien moins influents. Évidemment, ça pose aussi une question d'équilibre des différents intérêts qui se confrontent. Si l'un est très puissant et l'autre pas, il y a des grandes chances qu'il y ait un déséquilibre et donc un problème
de construction du compromis, de la légitimité de construction du compromis. Troisième point là-dessus, que fait l'Europe à un acteur de la société civile, qu'il soit des entreprises, des associations ou des ONG? Quelles conséquences ça a de se tourner vers l'Europe? Il y a deux grandes tendances qu'on peut constater à partir des travaux de recherche. Le premier, nous voyons depuis maintenant pas mal d'années une véritable professionnalisation des acteurs tournés vers l'Europe. S'occuper de l'Europe, c'est devenu un métier avec des compétences. Et si je prends par exemple une thèse qui est soutenue en France par une Espagnole il y a quelques années, qu'on connaît bien l'un et l'autre, qui est Rosa Sanchez Salgado, elle a travaillé sur les effets des financements européens sur les ONG humanitaires, en comparant comment des ONG humanitaires en Espagne, en Angleterre, en France, en Italie, se trouvaient impactées par le fait qu'elles se tournaient vers les financements européens et puis progressivement vivaient des financements européens. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Premièrement, la professionnalisation induit une perte de sens de l'objet européen. Pour le dire simplement, on passe d'acteurs qui au démarrage avaient plutôt une logique militante à des acteurs qui ont désormais une logique parfaitement professionnelle et pragmatique, souvent dénuée d'éléments idéologiques. Et ce phénomène, il est très accru dans les secteurs où l'Union européenne est puissante, c'est-à-dire soit par l'intervention de la réglementation, soit par l'intervention des financements. A contrario, les secteurs où l'Union européenne est peu puissante, nous constatons, c'est le cas par exemple de la politique sociale, que les acteurs restent très largement militants et très peu professionnalisés, beaucoup moins professionnalisés que dans les autres secteurs. Deuxième tendance très nette, nous voyons apparaître des acteurs de l'Europe constitués qui sont critiques à l'égard de l'Europe. Et c'est logique. La disparition du caractère militant fait aussi la disparition de ce qu'on aurait pu appeler la première génération, les pionniers qui étaient très pro-européens. Mon collègue roumain Sergiu Mișcu reviendra, je pense, sur cette question mardi, sur l'émergence de réseaux d'acteurs très critiques. Je veux juste dire ici une chose, ça peut se lire de deux manières, cette question-là. Ou bien les acteurs sont plus impliqués dans le processus européen, et de ce fait, ils sont plus revendicatifs. Ils ont des intérêts à défendre, en particulier lorsqu'il y a des financements en jeu. Ou bien on le lit sous un angle politique, en comprenant que l'enjeu aujourd'hui n'est plus d'être pour l'Europe ou contre l'Europe sous la forme d'une europhobie. L'enjeu, c'est plutôt quelle forme d'Europe voulons-nous? Et que ceux qu'on appelle des lobbies eurosceptiques sont en fait des lobbies qui défendent une certaine Europe. On a, et de plusieurs manières, hein, la critique de l'Europe néolibérale, elle existe autant à gauche qu'à droite, et les formes d'euroscepticisme existent autant à gauche qu'à droite. Côté collectivité maintenant, côté autorité publique. Je vais aller plus vite, Michel a dit beaucoup de choses. Je veux juste rappeler que le point d'impulsion le plus fort dans ce domaine-là a été évidemment l'acte unique européen de 1986. Rappelons juste que les équipes de l'or vont beaucoup demander la mise en place d'une Europe par les acteurs locaux, et notamment les régions, mais, souvenons-nous, elles le font parce qu'il y a des blocages dans la relation de l'Union aux États. Donc les équipes de l'or cherchent à court-circuiter ou contourner les États en s'appuyant sur les acteurs locaux. Ça va marcher quelque temps, mais pas très longtemps, vous ne dites pas. N'empêche que cette dynamique institutionnelle va permettre aux acteurs locaux de se déployer à l'échelle européenne avec des outils, avec une scène dédiée. C'est beaucoup plus vrai pour les régions que pour tous les autres acteurs. C'est la région qui est l'acteur le plus européanisé, nous le savons tous. Elle gère notamment grâce à la politique de cohésion économique et sociale. Alors, essayons d'aller très vite là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les régions qui ont servi de modèle aux autres acteurs ont du coup développé ce qu'on appelle une paradiplomatie.
Cette paradiplomatie, elle passe par exemple par l'ouverture de bureaux sur place, à Bruxelles, par la participation à des réseaux de représentation d'intérêt. On y fait quoi? On y fait d'abord de la veille d'information, mais vous savez comme moi qu'il existe différents niveaux de veille. Vous pouvez faire une veille très généraliste, vous pouvez au contraire faire une veille très pointue où vous suivez toutes les réunions qui ont lieu pour avoir, y compris les bruits de couloir, pour pouvoir être proactif et donc agir au plus vite. Nous savons que c'est extrêmement important, c'est même déterminant pour l'obtention par exemple des questions de financement. Et donc vous comprenez bien qu'une veille généraliste peut presque se faire à distance, une veille très pointue où on a besoin des rumeurs et des différents dossiers en discussion à un moment donné suppose de la présence massive sur place. Donc il y a vraiment différents travails. Et puis il y a un travail d'influence évidemment. Et un travail de prestation de plus en plus. L'aide au montage de projets, l'aide à l'accès au financement sont devenues des choses très classiques. Dans cette paradiplomatie menée par les acteurs, on voit aussi des réseaux se construire, soit sous la forme d'associations généralistes, type Conseil des communes et des régions d'Europe, soit sous la forme d'associations de type économique ou géographique, par exemple la Conférence des régions périphériques maritimes, soit encore sous la forme de réseaux thématiques transrégionaux, comme l'a impliqué le programme Interreg. Mais là encore, on retrouve le même problème qu'avec les groupes d'intérêt. La représentation de ces acteurs locaux et leur poids est extraordinairement inégale. La région Pays de la Loire, c'est quelques personnes, à Bruxelles, 2-3 personnes. Tout petit bureau, complètement perdu dans un immeuble. La Bavière, c'est un magnifique château, j'allais dire, collé au Parlement européen, avec la puissance du personnel et la puissance financière qui va avec. Vous comprenez bien qu'on ne fait pas la même chose dans ces cas-là. Et ça pose évidemment une série de difficultés. Dernier point, je vais aller vite sur ce point-là. Normalement, c'est l'ensemble de ces acteurs publics, ces autorités publiques. Elles ont un lieu pour travailler qui a été créé pour, qui est le comité des régions, qui normalement représente aujourd'hui plus de 100 000 collectivités et plus de 300 régions à travers l'Union. Ce comité a des pouvoirs, qui a d'ailleurs été renforcé il y a peu, mais en réalité, ça demeure un acteur extrêmement marginal, extrêmement satellite dans le système européen. Et on le voit d'ailleurs en ce moment, c'est sur une des conclusions. Le Green Deal proposé par la nouvelle commission von der Leyen suppose 100 milliards d'euros. Les propositions en discussion, c'est de vider une partie des fonds structurels. Le comité des régions, au nom de l'ensemble des collectivités, a évidemment protesté et demande une protection des fonds structurels et donc la politique de cohésion. Pour l'instant, sans résultat. Il est très peu entendu. Et donc, quelque part, l'ensemble des acteurs locaux sont menacés par les arbitrages du programme pluriannuel, de budget pluriannuel de l'Union, dont je rappelle que le Conseil européen du mois de février lui sera consacré. Je termine juste par quelques éléments de conclusion rapides. La première chose qui frappe aujourd'hui, c'est que les acteurs locaux, certes, se sont implantés dans le système européen, mais ils sont confrontés à 3 problèmes majeurs. Le premier, il n'existe pas de véritable scène institutionnelle pour articuler ces acteurs locaux, pour les incorporer ou les intégrer à des processus officiels. En l'état, les processus sont surtout souterrains. Deuxième chose, je l'ai dit, ces acteurs se sont professionnalisés, mais la conséquence, c'est qu'il y a aujourd'hui une logique utilitariste qui est devenue dominante. Et du coup, l'Europe est souvent comprise et vécue comme un simple étage
qui fournit de l'argent, des ressources. En français, on dit une vache à lait. Et ça n'est pas sans impact ensuite, hein, lorsque notamment des acteurs publics considèrent l'Union comme un simple tiroir-caisse. Ça a d'authentiques implications sur la manière de se comporter, sur les discours colportés à travers la communication vers les acteurs, et progressivement sur l'ensemble de la pyramide. Dernière chose, le poids de l'Union demeure extraordinairement faible économiquement. Je rappelle que le budget reste aux alentours de 1% du PIB européen. Avec des budgets aussi faibles, il y a très peu de chances qu'on puisse embarquer massivement les acteurs locaux. Pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, aller vers l'Europe, ça a un coût considérable et ça a une retombée très incertaine. Avec, par-dessus le marché, une gestion, si jamais vous avez des fonds, une gestion elle-même très lourde. Donc il y a un vrai calcul coût-bénéfice pour les acteurs. Faut-il y aller? Et lorsqu'on y va, c'est dans les secteurs où il y a vraiment de l'argent. Les universités, parce que les programmes Horizon 2020, demain Horizon Europe, pèsent très lourd dans notre système de financement. Mais les acteurs dans lesquels il y a très peu d'argent, les secteurs dans lesquels il y a très peu d'argent mis par l'Union, eh bien, on peine beaucoup à emmener ces acteurs locaux vers l'échelon européen. Donc il faut aussi tenir compte de cette limite forte. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci Arnaud, merci Michel pour vos exposés qui dialoguent bien, je le trouvais, l'un avec l'autre, dans la mesure où, Michel, tu revenais sur la manière dont les acteurs locaux en fait, s'emparent progressivement, historiquement, de cet échelon européen, de ces financements, enfin, et pas que des financements européens, mais tu l'as quand même bien souligné, c'est aussi, et toi aussi Arnaud, c'est quand même l'intérêt financier aussi qui est important. Et dans ton exposé, toi tu reprenais un peu le sens inverse, c'est-à-dire aussi comment finalement les institutions européennes s'appuient aussi sur ces acteurs locaux pour légitimer les politiques et effectivement tendre à légitimer dans le sens légitimer son action politique dans le sens d'une meilleure représentativité en fait de leurs actions. Alors maintenant il nous reste une demi-heure tout juste pour des questions de la salle si vous le souhaitez à nos deux interlocuteurs. Je peux faire passer le micro, bien entendu. Il marche plus maintenant. Ah oui, bien sûr. Merci Florence. Okay, thank you. Thank you for very interesting speeches. This was really inspiring. The question I have is about the changing intergovernmental relations. Because you spoke a lot about the rising international agenda of local and regional authorities. So my question is, what is the reaction of national authorities towards that? So do you see that, for instance, this lobbying activity or just having more European agenda did actually change the relation between national authorities and local authorities? The local authorities have, for instance, more demanding position, more demanding stances, or just they are more empowered in terms of the discussion with the national authorities? Thank you. Merci de votre question parce qu'elle pose un aspect très intéressant qui est la question de la gouvernance multiniveau. Quand on pose plusieurs étages à une échelle, l'échelle européenne, l'échelle nationale, l'échelle locale, l'outil gouvernance multiniveau nous permet de comprendre une chose, c'est chaque étage ne s'aligne pas spontanément. L'Europe prend une décision dans un sens, les acteurs locaux y sont très favorables, ils ont même peut-être participé à sa construction. L'étage national peut parfaitement faire écran et bloquer une partie du processus. De la même manière, on peut avoir un alignement de l'étage national et de l'étage local, alors que par exemple l'Europe ne le souhaite pas. Donc toutes les configurations sont possibles. Et l'analyse des politiques publiques européennes nous montre qu'on trouve tous les cas de figure. Je vais illustrer ça par exemple sur quelque chose qui est très actuel en ce moment sur la question des universités en France. Le discours de l'État en France
c'est de dire aux universités, allez chercher de l'argent à l'échelle européenne. Les régions soutiennent le même discours. Et les universités, du coup, considèrent que leur principal objectif, c'est d'aller chercher de l'argent à l'Europe, sur le champ de la recherche. C'est la manière dont on fait en France. Ce n'est pas nécessairement la manière dont on fait partout. Certains pays ont, au contraire, pris ce pli de se tourner vers les DRC ou vers les projets du type Horizon 2020, mais d'autres pays le font très peu. L'Europe centrale orientale, par exemple, a beaucoup moins d'argent des dispositifs de financement. Donc, on voit bien comment l'outil gouvernance multiniveau permet de rendre compte des différentes situations avec des distorsions possibles. Même lorsque l'Europe est favorable à quelque chose, que l'État lui est également favorable, ça ne signifie pas que localement ça se fera, parce que les acteurs locaux peuvent tordre les politiques dans un sens inverse. Et on en a de nombreux exemples. Donc il faut, pour que ça marche correctement, il faut que l'ensemble des acteurs s'alignent en termes de préférences et de modalités de fonctionnement. C'est loin d'être une constellation facile à réunir. Si je peux me permettre de rajouter un petit mot, c'est aussi une difficulté d'ailleurs, je pense que rencontrent tous ceux qui veulent étudier la question, c'est que finalement, j'allais dire 28 pays ou 27 pays, 27 cas différents. Hein, quand vous parlez de la relation finalement entre les autorités nationales et les autorités infranationales. Finalement, dans chaque pays, le modèle institutionnel n'est pas le même, la culture de travail entre les collectivités n'est pas la même, et donc bien entendu, les cas vont être très différents d'un pays à l'autre. Et j'allais dire, la synchronisation des politiques, la volonté des acteurs centraux ou locaux d'aller ensemble dans une politique ou de se soutenir mutuellement peut être très différente d'un pays à l'autre, parce que l'histoire n'est pas la même, parce que la culture n'est pas la même. Nous, en France, en plus, on est marqué par la force de l'État central et de sa position, et donc par finalement des collectivités locales ou des villes ou des régions que l'on voit souvent finalement arriver sur une scène, et finalement avec un État qui cherche plutôt à les accompagner, ou en tous les cas à faire en sorte que ça ne dérive pas, ou que ça n'aille pas dans un sens différent. Mais je crois que les situations sont très diverses d'un pays à l'autre, et qu'il est extrêmement difficile de toutes les manières d'arriver à avoir une politique, on va dire, coordonnée sur ces questions-là. Hein, c'est extrêmement difficile et extrêmement compliqué. Donc tout dépend des choses et tout dépend de ce rapport de force que l'on peut avoir entre les différentes collectivités également à l'intérieur d'un même État. Arnaud ? Je voudrais illustrer quand même des cas où on peut faire de la coordination et où ça produit des effets. La région juste à côté, la Bretagne, a voulu construire une ligne à grande vitesse de train. Pour ça, il y avait besoin d'investissements très lourds. Elle a tenté de la faire financer partiellement par l'Union européenne. C'était loin d'être gagné, c'était très compliqué de le faire rentrer à l'intérieur. Ils se sont structurés pour agir et influencer sur l'Union. Au départ, ça n'a pas marché. Alors ils ont utilisé une stratégie plus intelligente. Ils ont agi sur plusieurs leviers simultanément. D'abord, ils ont convaincu une série d'industriels importants, notamment dans le champ de l'agroalimentaire, de démarcher l'Union sur cette question. Et donc pas seulement des autorités publiques, mais des acteurs économiques sont venus dire qu'il était important d'avoir une ligne grande vitesse et que l'Union devait intervenir dedans. Et puis, deuxième chose, la Bretagne a littéralement négocié avec l'État français le fait que la France pèse de tout son poids à Bruxelles pour que ce soit possible, le financement de la ligne grande vitesse par l'Union. Et la coordination des acteurs régionaux publics de l'État, plus des acteurs économiques, a conduit à ce que l'Union accepte le financement. Et ça s'est fait en 2 temps, parce qu'il y a eu une acceptation sur le principe, mais il y a ensuite eu d'énormes difficultés techniques sur des modalités de calcul pour savoir combien on pouvait mettre, à quelle hauteur ça pouvait être dans l'investissement. C'était hors des clous européens habituels. Il a fallu faire un lobbying très fort sur les modalités de calcul plusieurs années après. Les 2 opérations ont réussi. C'est un exemple où on voit comment
coordination est possible, mais ça suppose des acteurs très actifs et jouant sur plusieurs leviers. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je vais poser ma question en anglais parce que je peux dire des bêtises en français. I was wondering what you see the role of more peripheral regions, Southern Eastern Europe, for instance, but also the importance of lobbying and civil society acting on more peripheral issues as well. For instance, migration, gender equality issues that do not attract as much money and as much private actors that are interested in lobbying or investing in actually making any change. So that's the question. Thank you very much. Ah, je suis embêté pour répondre à ça. Je suis embêté pour une raison. Il existe des sujets pour lesquels l'Union est un acteur important et un niveau très important, parfois sans qu'il y ait beaucoup d'argent, parce que par exemple la question de l'égalité homme-femme, la question de gender, c'est un exemple typiquement de sujet où l'action à l'échelle européenne est extrêmement importante et massive, le lobbying y est extrêmement présent. Pour l'instant, ce n'est pas un sujet dans lequel il y a beaucoup d'argent. L'environnement a longtemps été comme ça. On voit bien que l'environnement va devenir un sujet dans lequel il y aura beaucoup d'argent, mais pendant longtemps, ça a été un secteur dans lequel l'échelon européen était très important, les acteurs étaient structurés à l'échelon européen pour influencer, mais ce n'était pas un secteur économiquement puissant. C'est en train de le devenir. À l'inverse, d'autres secteurs, évidemment, étaient puissants aussi sur le terrain financier. C'est d'ailleurs une question qui, moi, m'interroge sous un autre angle, qui est plutôt, il y a aujourd'hui dans l'Union des sujets porteurs pour lesquels les acteurs se jettent dessus et se structurent à l'échelle européenne. C'est vrai pour l'environnement, c'est vrai pour la cause gender. Il y a d'autres sujets qui échappent au regard européen, à la caméra européenne, et pour lesquels les acteurs ont beaucoup plus de mal à se constituer et à peser. Donc il y a un peu des sujets qui sont hors des radars européens. Et ça me paraît être une difficulté. J'évoquais tout à l'heure le cas des acteurs sociaux, par exemple. Hein. C'est très très net sur le cas social, y compris quand ça s'entend très localement. Il y a plein d'acteurs qui font de la démarche sociale ancrée dans des territoires. Mais ceux-là, ils ont beaucoup de mal à se structurer, à exister à l'échelle européenne et à provoquer des arbitrages en leur faveur. Hello, thank you very much for your answers. Actually, what you were talking about until now bring me to the idea it's actually very complicated to understand one fact. I mean, not only for me, I believe, but in general in policies, is that the difference in the terms of understanding the regions and understanding the interest groups or stakeholders is very blurry. Can you comment on how, is there anything that we can do, or is there a way to consider how this can be managed? Because the examples you gave, you know, the same train between France and Great Britain is like different groups that do not necessarily represent a region, connected the regions that is another type of group and another interest of the region connected to the national level, then you can consider another supranational region and so on. So there is a lot of blocks built upon themselves that actually discourage any connectivity to the European Union in the end. I mean, you have to lobby among yourself 3 years, you know, to just to get to one point and then maybe present your case. So is there a way to decrease this kind of blurriness in the end? Thank you. Il y a une voie beaucoup utilisée qui me paraît dangereuse, c'est celle du lobbying direct. Même coordonné, plusieurs acteurs, comme dans l'exemple que j'ai pris sur la ligne à grande vitesse, qui n'est pas vers la Grande-Bretagne, mais vers la Bretagne, donc la région juste à côté. Les acteurs sont coordonnés, mais si vous faites du lobbying direct, je dirais un peu conseillé par la communication d'une certaine manière, par des consultants en communication, vous venez avec un argumentaire dans une logique très utilitaire, ça va être très compliqué, vous allez avoir du mal. La voie, comme vous dites, la voie qui pourrait marcher le mieux, c'est une voie sur le long terme où on produit des arguments qui ont du sens.
des projets, des arguments qui ont du sens. Il faut convaincre l'ensemble des acteurs, y compris ceux qui sont dans le système politique de l'Union européenne, par des démarches, entre guillemets, rationnelles de sens, et pas seulement par des logiques utilitaires. Voilà. Et donc ça suppose un travail de sensibilisation, ça se fait en produisant, en faisant des conférences, en faisant se rencontrer les gens, etc. Ça ne se fait pas juste en arrivant avec un dossier en disant si vous mettez tant de milliards, j'ai tant de retombées, et je vais vous vendre votre union en vous mettant un petit logo, l'Europe construit ici, vous voyez. Ça ne se fait pas que comme ça. Bien sûr, il y a des actions qui, in fine, se déroulent suivant cette logique. Mais ce qu'on constate, c'est que ces actions sont à la fois moins impactantes auprès des populations et des acteurs, et il faut des relais, et il faut quelque part un travail de conviction, un travail d'idée et de conviction. La grande difficulté, c'est que dans le schéma actuel, en raison des multiples box qui existent, souvent, c'est le travail du sens et des idées qui disparaît au profit des logiques extrêmement utilitaires. Et des logiques d'ailleurs très bureaucratiques aussi. Oui, on a connu cette logique sur notre territoire depuis quelques années. Et c'est une évidence que l'on a une sorte de discours utilitariste, comme tu l'as dit, des autorités, mais également pas seulement des autorités locales, mais des groupes d'intérêt, c'est-à-dire, et je pense qu'avec la crise de 2008, tout ça n'a fait que s'amplifier, c'est-à-dire la logique, l'Europe porte-monnaie, comme tu l'as dit, l'Europe vache à lait, c'est-à-dire il faut s'organiser pour aller chercher du financement. On voit très bien que cette quête uniquement d'un financement ou cette quête uniquement d'argent se heurte, comme tu l'as dit, mais tu l'as très bien dit tout à l'heure, à la perte de sens. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on le fait. Et si j'ai insisté tout à l'heure sur la politique des métropoles et pas tellement sur la politique des régions, parce qu'en France, on a l'impression tout de même que pour les métropoles, certes on veut aller chercher de l'argent, mais il y a quand même la volonté d'avoir une stratégie. Et ça, je pense que c'est surtout ça qui est intéressant, c'est une stratégie globale associant l'ensemble des acteurs avec des points d'action ou des points stratégiques, dont dont le point d'aller chercher des financements, qui peut être effectivement un des éléments essentiels. Mais je crois qu'on ne peut pas avoir comme seule stratégie, quand on est une autorité locale et régionale ou quand on est des acteurs locaux, on ne peut pas avoir comme seule stratégie d'aller chercher des financements, parce qu'effectivement il y a une perte de sens, et on voit bien que quand il y a perte de sens, il y a également difficulté à mobiliser l'ensemble des acteurs. Parce que certes, on peut mobiliser des acteurs pour aller chercher des financements, mais on mobilisera bien l'ensemble des acteurs d'un territoire qu'en leur expliquant quel sens on a et dans quelle stratégie on veut aller. Et je pense que, par exemple, les métropoles qui arrivent, je pense à faire travailler ensemble leurs acteurs, sont des métropoles qui aussi mettent en place une véritable stratégie et se donnent un véritable sens à leur quête d'action. On a eu par exemple dernièrement dans une revue que l'on a mis en place, il y a un collègue géographe d'Arras, Bernard Rethel, qui a fait un article très intéressant sur la stratégie de Lille et de la métropole lilloise, mais on sent qu'il y a une véritable stratégie de mise en place de tout un aspect, de tout un ensemble de coopération multi-échelle, qui va, j'allais dire, de la région frontalière jusqu'à l'international. Pardon? Oui. Excusez-moi. C'est très interactif, mais du coup le son est très fluctuant. D'accord, je suis désolé. Et donc qui du coup sont des métropoles qui développent une véritable politique avec un véritable sens. J'essaye de retrouver ce que je disais. Et donc forcément, cette quête de sens est très importante. Moi, je suis très choqué quand on a des étudiants qui rentrent de stage d'administration et qui nous font un mémoire entier pour nous dire voilà, l'administration ou la collectivité dans laquelle j'étais n'utilise que 70% des dotations et il faut aller à 100%, et donc toute notre action est là uniquement tendue sur un seul objectif, utiliser 100% des crédits européens. Alors on a une très belle démonstration technocratique pendant une heure de débat avec l'étudiant, puis à la fin on lui dit mais en fait pourquoi vous faites ça quoi, votre administration, qu'est-ce qu'elle cherche, quel est le sens de son action, etc. Et là on a souvent un étudiant qui nous dit ben je ne sais pas. Et quand on arrive à ce point-là d'avoir passé 6 mois ou 8 mois dans une structure et qu'on ne sait toujours pas quel est l'objectif de cette structure, ça pose quand même de graves questions, et j'allais dire on ne peut pas être efficace comme cela. Donc je pense que ce qui manque également, c'est certainement la capacité, j'allais dire, à donner un sens, à donner une stratégie réellement territoriale, réellement partagée.
Mais ça veut dire aussi que cette stratégie elle doit être partagée avec les acteurs, hein, et avec tous les acteurs du territoire, et pas seulement avec la femme ou l'homme politique qui dirige son territoire. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, parce qu'une véritable stratégie partagée, y compris sur un territoire, qu'elle soit à l'Europe, à l'international ou ailleurs, c'est quelque chose de très difficile à construire également. Well, thank you for the inspiring lectures. I have a question for both of professors. For Professor Catala, I have a question. You mentioned the globalization process and the fragmentation of the international system, and I agree with you and the intensity of the regional integration after the Second World War. So my question would be, do you believe that there is the strongest incentive for regional and local stakeholders to participate in the European integration process? And if so, do they have an incentive to push for both deeper and wider European integration due to the fact of the cooperation between the local and European level that is bypassing the national level, because there is often a problem in communication between the national and the local level? And the question for Professor Leclerc, I would recall Vivian Schmidt and the debate between Dieter Grimm and Jürgen Habermas, because you mentioned the democratic deficit and the democratic legitimacy, and I would ask you, European Union is based on output legitimacy, so do you believe that local and regional stakeholders with a higher participation in the European integration process could help European Union create that input element that does not in this particular moment exists? Thank you. Vas-y, Arnaud. De mon côté, la réponse sera très simple. Je suis un élève d'Habermas. Donc, ça veut dire que dans mon analyse, l'Union européenne a d'abord besoin d'un espace public qui fonctionne, qu'elle n'a pas, qui est à construire. Et c'est lui qui construira la légitimité, cet espace public. Ce n'est pas un méta-espace public à l'échelle européenne. Il faut faire exister l'Europe dans les espaces publics existants et qui fonctionnent, qui sont actuellement des espaces publics principalement nationaux. Dans certains pays, des espaces publics régionaux très efficaces. Dans les régions allemandes, il y a des espaces publics extrêmement efficaces, mais c'est plutôt rare à l'échelle européenne. En Italie aussi, en Espagne aussi, mais c'est quand même plutôt rare. Donc il faut... Et donc les acteurs locaux, ils ont besoin de faire vivre l'Europe localement, dans des espaces publics qui sont les leurs, dans lesquels ils sont coutumiers, plutôt que de créer... Voilà, donc la réponse est on construit la légitimité par l'input en ayant des espaces publics interconnectés. L'enjeu, c'est que nous devons parler de ce qui se passe chez nos voisins, les expériences qu'ils mènent, les échecs qu'ils ont, entre guillemets, chez nous. De la même manière, nous devons parler chez nous de ce que l'on fait lorsque ça comporte une dimension européenne. La pratique française, peut-être vous le savez, c'est que lorsqu'il y a de l'Europe en France, on n'en parle pas ou on le cache. On le cache, j'entends par là qu'on peut débattre d'un projet, mais jamais on va dire qu'il est européen. La moitié des projets structurants qui sont portés dans une agglomération comme celle-ci comportent de l'argent européen, et c'est pas du tout un hasard, mais même si on a un peu une exception ici, parce qu'il y a plutôt un fort espace public sur les questions européennes à Nantes par rapport à d'autres villes, donc on va en parler un peu plus. Mais globalement, c'est une vraie difficulté. Il suffit de regarder un journal français pour comprendre à quel point nous sommes auto-centrés, égocentriques, hexagonal, on dit en français. Le reste du monde ne nous intéresse pas, et c'est tout aussi vrai à l'échelle locale. C'est une difficulté lorsqu'on est dans une construction européenne. La France, c'est le monde, si j'ose dire, donc forcément. Ça me paraît un problème. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre rapidement à la question que vous m'avez posée. C'était large, mais je pense pas. D'ailleurs, je ne sais pas comment la prendre, mais je pense pas qu'on puisse avoir une action européenne efficace s'il y a concurrence ou conflit entre les différentes échelles. Je pense que la complémentarité est nécessaire et qu'il faut chercher la complémentarité. Et surtout, ce qui manque le plus souvent, ou ce qui a manqué par exemple en France, je pense à certains moments, c'est l'ignorance aussi entre les différentes échelles. Moi, j'étais marqué quand j'allais à Bruxelles avec mes étudiants encore, mais il y a 10 ans, hein, on allait voir la représentation française à Bruxelles, et on leur demandait, mais vous avez des contacts avec les représentations régionales, et visiblement, ils ne se connaissaient pas, ou ils ne se parlaient pas. Hein. Donc, je pense qu'il y a une difficulté, j'allais dire, à coordonner ces différentes échelles d'action,
et à faire en sorte que ces différentes échelles d'action tirent dans le même sens. Et c'est bien l'objet, par exemple, du travail mené par la région Bretagne, hein, pour le TGV, en ayant conscience que seule elle n'y arriverait pas, et donc il fallait qu'elle mobilise l'ensemble des échelles d'action pour arriver à faire valoir son intérêt. Donc je pense qu'il y a une affaire de coordination. Il y a une affaire déjà de coordination, j'allais dire, territoriale en elle-même. Par exemple, est-ce qu'une représentation régionale à Bruxelles, par exemple, celle, je sais pas, de Bohème-Moravie, ou celle du Piémont, ou celle des Pays de la Loire, est-ce que cette représentation régionale est vraiment en capacité de réunir ou de parler au nom de l'ensemble des intérêts de tous ces acteurs de sa région? Je veux dire, par exemple, quelle est la place de Nantes Métropole au sein de la représentation régionale à Bruxelles, par exemple? Est-ce que véritablement tous les acteurs locaux sont bien représentés par cette représentation? J'en suis pas si sûr, hein, ou en tous les cas, c'est pas une évidence. Il faut travailler pour. Ensuite, j'allais dire, est-ce que les cabinets ou est-ce que les intérêts qui parlent à Bruxelles ou qui représentent les intérêts à Bruxelles, est-ce qu'ils sont même en capacité d'être entendus à la base? C'est-à-dire qu'on dit souvent, Arnaud le disait tout à l'heure, on dit souvent qu'il faut être en capacité d'aller représenter ses intérêts à Bruxelles. Mais il faut être aussi en capacité d'être ensuite écouté par sa propre administration et par son propre territoire. Ça ne sert à rien d'aller veiller si ensuite vous envoyez, hein, des messages à votre territoire et que personne ne les écoute. Hein, en fait, c'est du renseignement, c'est de la veille, mais pour être efficace, il faut que les oreilles, à la base, hein, soient en capacité de vous écouter, de vous entendre. Donc d'abord, est-ce que ces représentations, j'allais dire, territoriales, cette action territoriale au niveau européen, est-ce qu'elle est efficace à tous les niveaux? C'est-à-dire, est-ce qu'elle travaille bien à Bruxelles, mais est-ce qu'elle est écoutée également à la base? Est-ce qu'elle représente bien ses intérêts? Puis ensuite, comment elle se coordonne avec les autres représentations territoriales ou avec les autres groupes d'intérêts ou avec également les acteurs nationaux, hein, qui effectivement doivent tous travailler avec des objectifs, j'allais dire, non pas similaires, mais en tous les cas complémentaires. Et là, effectivement, ça pose beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés. Donc je pense que c'est la complémentarité qui vaut, parce que quand on rentre dans un conflit ouvert, je pense que voilà, le conflit ouvert n'est pas favorable à vos intérêts. On voit ce qui se passe par exemple entre l'Espagne et la Catalogne aujourd'hui, mais là on est au maximum, hein, du conflit, si j'ose dire, mais on voit bien que finalement, si désormais, j'allais dire, le but ultime de la diplomatie catalane, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est de lutter contre la diplomatie espagnole et vice-versa, voire d'une paradiplomatie, voire comme disent certains politistes, d'une contre-paradiplomatie qui est déployée, hein, puisqu'on a l'impression que l'Espagne, depuis 2 ou 3 ans, n'a qu'un intérêt, ou n'en suit qu'un seul, c'est de contrer la politique catalane vis-à-vis de l'Europe. Donc dans ce cas-là, il est évident qu'on n'arrive plus à rien, hein, et que finalement on est dans un conflit qui n'aboutit à aucune coopération et qui risque de n'avoir aucune efficacité. Donc là j'atteins le but ultime, hein, qui est difficilement comparable, mais simplement pour dire que donc c'est la complémentarité qui doit être recherchée et l'interconnaissance entre les acteurs dans une stratégie globale. Mais là aussi, pour la France, on sent quand même que depuis quelques années, il y a une véritable volonté. Alors après, on va dire, il y a le discours, il y a les actes. Si vous écoutez désormais le discours du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, par exemple, vous avez un véritable discours ouvert où on vous dit, par exemple, que sur la coopération avec la Méditerranée, eh bien, il faut que les régions, la région sud soient associées, il faut que tous les acteurs soient associés. Vous avez un discours très ouvert, hein, de coparticipation à l'élaboration de stratégies régionales. Je parle de la Méditerranée parce que j'étais à Marseille en fin de semaine dernière à l'occasion d'une masterclass qui justement rassemblait des étudiants de toutes les universités méditerranéennes. On parlait beaucoup de ça. Mais au-delà de ce discours, quand vous interrogez les acteurs locaux, ben là, vous n'avez pas le même discours, hein. Et par exemple, les personnes qui travaillent, les équivalents de Frédéric Day à la région sud, hein, qui travaillent sur la coopération interrégionale ou interméditerranéenne, vous dire, bah oui, on a ce discours, mais dans les faits, dans la pratique, est-ce que les diplomates, quand ils mettent en place les actions de grande politique sur le bassin méditerranéen, est-ce qu'ils nous écoutent? Voilà, hein. Donc il y a la théorie, il y a les professions de foi, et au niveau de l'État, puis ensuite il y a comment ces politiques sont menées. Et pour un diplomate français, toujours aujourd'hui, bah, sa préoccupation première, c'est pas d'associer les acteurs infrarégionaux à l'élaboration de son cadre politique sur la Méditerranée, par exemple. Donc il y a le discours, puis il y a la réalité des faits,
Et on voit que les choses vont prendre beaucoup de temps avant d'avoir une véritable, j'allais dire, diplomatie multiniveau qui peut se mettre en place à l'échelle d'une stratégie nationale sur une région ou sur l'Europe en entier. Donc c'est quelque chose qui va mettre beaucoup de temps à se mettre en place. Alors dans d'autres pays c'est beaucoup plus efficace, parce que j'allais dire par nature, notamment en Allemagne, je pense que l'État central n'envisage pas de mettre en place une politique européenne sans l'association étroite de ces régions, de ces Länder, mais c'est des choses peut-être qui viennent de l'organisation aussi de l'État allemand, et derrière l'image qu'on peut en avoir doit se cacher des réalités concurrentielles certainement extrêmement importantes. Peut-être on peut répondre d'une autre manière. C'est normal qu'il y ait des désaccords entre les acteurs sur les mesures ponctuelles qui sont demandées. C'est normal aussi que les acteurs aient des intérêts divergents, donc qu'il y ait des stratégies divergentes. Là où il y a problème, c'est lorsque les valeurs fondamentales qui sont sous-jacentes, soit ne sont pas énoncées, ne sont pas présentes, ou il y a des accords entre les acteurs sur les valeurs fondamentales. Donc si vous avez fait de la science politique, il y a un modèle qui correspond à ça, qui est le modèle de la coalition de causes, Advocacy Coalition Framework, de Sabatier, et qui a été monté en Californie au démarrage. Et donc la clé, c'est qu'il y ait à l'arrière-plan ce qu'on appelle le deep core belief, les croyances fondamentales. Là, sur les croyances fondamentales, il est absolument nécessaire que les acteurs s'accordent, sinon toute proposition est perdue d'avance. Par contre, le désaccord ensuite sur la nature des mesures, leur calibrage, etc., il est normal, il est inévitable. Thank you very much for the presentation. Well, my question, I'm not from a political science background, so maybe it's quite basic, but I would like you to, to give me your opinions about the Catalan case, well, not the Catalan, the role that the European Union is playing in like because we have been talking about local and as well regional, but what about these nationalist movements that are taking place in some areas and in the UK now with Scotland? So the European is taking like an active role, well, directly or indirectly. For instance, in the case of Spain, the European Union has been seen as like supporting the Catalan movement, which is against the European cause, I think. So what's your opinion about, you know, this like national movement within the European Union and how this can be like taken into consideration in like local, regional, and the way these actors are funded? It's quite a difficult and broad question, sorry, but just your opinion. Je vais vous répondre bizarrement. J'ai organisé ici un colloque au moment du référendum sur l'Écosse. Et donc, il y avait un très fort débat. Ce qui se disait dans la presse et un peu partout en Europe, c'est qu'on avait très peur que si l'Écosse votait son indépendance, ça enclenche un mécanisme où beaucoup de régions seraient séparatistes et ça pouvait, c'était la théorie des dominos, ça risquait de menacer l'Union européenne. Dans ce colloque, j'ai fait venir plein de chercheurs européens et notamment des Suisses. Et eux, ils trouvaient ça fabuleux et normal. Ils trouvaient normal qu'il y ait des référendums organisés à des échelles locales. C'était le signe qu'il y avait une démocratie locale qui s'instituait et qui marchait. Et que s'ils disaient oui à l'indépendance ou non, c'était pas grave, c'était très bien. C'était pas du tout comme ça que l'Union le voyait. L'Union le voyait comme un très gros problème potentiellement lui arriver dessus. D'accord ? Donc, ma réponse est aussi, nous avons souvent une vue construite avec un cadrage intellectuel sur les sujets. Je pense qu'il faut être plus prudent. Je ne dirais pas l'Union est favorable à la Catalogne. Je ne dirais pas ça. Les Catalans indépendantistes font appel beaucoup à l'Union dans leur légitimation, et c'est logique puisqu'ils sont dans un conflit avec l'Espagne. Mais l'Union a des positions très différenciées suivant les acteurs. Alors certes, le Parlement européen a accepté que des indépendantistes élus soient considérés comme parlementaires immédiatement et que l'Espagne ne puisse pas faire blocage. C'était le mois dernier. Ok. Mais il y a d'autres cas où on ne peut pas clairement identifier la position de l'Union comme étant pro ou contre. En réalité, l'Union va être embêtée par ce sujet. Et bien sûr, elle est une ressource pour les deux dans ce conflit.
Mais regardons aussi le fait que des choix politiques sont faits dans des espaces à travers des outils démocratiques. On ne peut pas les balayer la main en disant ça n'existe pas. Je rappelle que c'est ce qu'a fait la France à une échelle nationale en faisant un référendum, en disant non à une constitution, puis ensuite en la recyclant et en la faisant passer quand même. La conséquence, c'est qu'on a accru la défiance à l'égard de l'Union et même la critique à l'égard de l'Union d'une manière très forte. Oui, je confirme ce que dit Arnaud sur un point, c'est que l'Union européenne est effectivement très gênée et très embarrassée par ces questions d'indépendance écossaise ou d'indépendance catalane, mais j'allais dire surtout d'indépendance catalane au final. Parce que, effectivement, là où il y a problème, c'est quand il y a désaccord finalement sur les voies de la mise en place, que finalement en Écosse, le gouvernement britannique ayant accepté d'aller à référendum, ça veut dire qu'il acceptait par avance le résultat de ce référendum. Donc il acceptait par avance un référendum qui aurait donné l'indépendance à l'Écosse. À partir du moment où l'État qui se sépare, ou en tous les cas à partir du moment où il y a une entité qui se sépare d'un État et que cet État est d'accord avec cette séparation, la problématique est déjà, j'allais dire, largement... Pardon, la problématique est déjà largement aplanie, puisque effectivement, après, tout le monde le sait, ce n'est pas une difficulté de considérer qu'une Écosse indépendante ou qu'une Catalogne indépendante soit un nouveau membre de l'Union européenne. En soi, ça ne pose pas de difficulté particulière. Ce qui pose difficulté particulière, c'est quand il y a désaccord, bien entendu, entre l'État et la région en cause ou la nouvelle nation en cause. Donc effectivement, je suis d'accord avec Arnaud aussi quand il dit qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ces questions, on ne peut pas refuser de les voir, mais bien entendu, à partir du moment où il y a conflit, eh bien, l'Union européenne, qui est quand même une réunion d'États-nations, doit tenir compte forcément de la position de l'État qui refuse cette sécession, ce qu'on pourrait considérer comme tel. Donc par là même, évidemment, l'Union européenne est extrêmement embarrassée entre d'un côté la défense, j'allais dire, naturelle des intérêts de ses États membres, et en l'occurrence les intérêts de l'Espagne, puis de l'autre côté l'idée que finalement si la Catalogne était indépendante et devenait un État, il n'y aurait pas de difficulté particulière à la voir participer à l'Union européenne, en tous les cas pour elle, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc voilà, alors après il y a également le débat plus large, mais qu'on a eu beaucoup en France également, pour savoir si, comme l'a dit Arnaud, c'était un peu la théorie des dominos et qu'ensuite ça allait entraîner les sécessions de tout ou partie des régions européennes, ou en tous les cas les volontés d'indépendance. Mais ça c'est aussi un débat qui hante la France, parce que la France a beaucoup de mal, et les Français ont beaucoup de mal à percevoir, j'allais dire, l'idée de régions réclamant leur indépendance, ou en tous les cas allant vers cette indépendance. Mais la France risque peut-être un jour d'être confrontée à la même stratégie catalane, parce que finalement c'est une stratégie qui fonctionne assez bien, et j'allais dire pour défendre les intérêts de l'État, en tous les cas mieux que de mettre des bombes et que le terrorisme, et on voit bien par exemple que la Corse tente de suivre un peu cette voie, en essayant de prendre en main les institutions régionales, en essayant de mettre en place une idée d'une marche vers l'autonomie ou l'indépendance par une voie légale, et alors on est encore loin du cas de la Catalogne pour la Corse, mais en tous les cas peut-être qu'un jour, nous irons vers des grandes difficultés à gérer aussi un cas un peu similaire. Mais en tous les cas, je pense donc que l'Union européenne est forcément gênée par ce type de problème et qu'elle n'a pas de réponse toute faite, et que ces réponses, in fine, quand on demande à l'Union européenne de prendre position, la réponse in fine est toujours de dire oui, je prends position pour l'État qui est membre de mon organisation. Et avec toutes les difficultés ensuite en fonction des réactions que l'État peut avoir et des politiques qu'il mène. Et je ne vois pas comment il peut faire autrement. En tout cas, je ne vois pas comment l'Union européenne peut agir autrement, sans amener une grave crise avec un de ses États membres, et donc du coup, un problème encore plus important.